Donc bonjour, bienvenue dans la bibliothèque du Centre d'études et de formation à la tradition ninja de Saintes. Question-réponse numéro 2, année 2015, donc nous sommes le 6 janvier, et je vais pouvoir répondre, mais malheureusement qu'à 2 réponses si je veux vraiment bien creuser le sujet. Donc, première réponse, et pas la moindre, l'origine des ninjas et quelle était leur véritable fonction. J'ai un peu répondu à ça. Donc, l'origine des ninjas, je vais vous donner 2 versions historiques. Et quand je dis historique, il y aura, vous allez voir, un petit bémol. Donc, certains disent que le ninjutsu est né en 593 au cours de certaines révoltes. D'autres que ça vient des Tsusakoréens, qui était un groupe spécial de l'armée Warangdo, hein, donc des troupes d'élite. Je vais me contenter on parle de ninja, donc je vais me contenter de l'histoire au Japon. Donc la première des versions dont on parle, c'est des personnes qui auraient été utilisées par Jimmu Tenno, qui est un empereur. Alors, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de versions différentes. On dit qu'en février, moins 660, oui, donc c'est assez précis. Alors, à l'époque où son pouvoir n'était pas encore établi, Jimmu livrait bataille contre les forces rivales du château d'Izo, les Nagasunehiko. Pour remporter la victoire, Jimmu décide de contourner la région ennemie par la mer et de combattre face à l'ouest en venant de l'est. Donc vous allez voir, c'est quand même très précis. Alors toutefois, Jimmu ne parvenait pas à faire tomber ce bastion ennemi et la lutte commençait à tourner en sa défaveur. Alors première version, une nuit il fait un rêve où il se voyait prendre de la terre du mont sacré Amakaga, donc qui était dans le territoire ennemi, pour en modeler une coupe et la dédier au dieu. La deuxième version dit que un de ses conseillers lui dit qu'il faudrait qu'il fasse une coupe, qu'il aille chercher la terre, ou qu'il aille faire chercher la terre glaise au mont Amakaga, en territoire ennemi, pour prouver que le territoire n'était pas si hostile, et qu'il fasse boire du saké donc, à ses soldats dedans. Donc les 2 versions coexistent. Alors, Jimmu, est-ce que c'est un songe ou est-ce qu'un conseiller lui a conseillé de faire ceci désigne 2 personnes, donc on a les noms, Shinetsuhiko ou Shinetsuhito et Otakashi, qui peut être Otanashi, Otokashi, Otonashi, selon les versions. Donc ces 2 personnes se déguisent en paysans, en couple de paysans, donc hommes et femmes, et vont chercher de la terre glaise, ramène de la terre glaise à l'empereur Jimmu, enfin qui n'était pas encore empereur, et il fait sa coupe. Est-ce qu'il la dédie au dieu? Est-ce qu'il fait boire ses soldats dans cette coupe? Bon, franchement, quand vous avez 30 ou 40 000 soldats, je pense que c'est peut-être dédié au dieu qui est un peu plus logique. Alors, ce qui est assez important, c'est que bon, vous avez deux choses importantes, si vous voulez, c'est la mission du ninja à ce moment-là, et d'aller chercher quelque chose en territoire ennemi. Bon, là, c'est pour montrer que le territoire n'est pas si hostile et qu'on peut tranquillement traverser les lignes ennemies, pour assurer donc les soldats. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez dans cet acte-là, Ensojutsu, déguisement, des personnifications, jouer un rôle d'un paysan et d'un couple paysan, donc un homme se travestit en femme, un guerrier en paysan, et ils vont donc dans les lignes ennemies. Donc c'est déjà, on voit déjà le ninjutsu s'installer. C'est assez intéressant. Voilà, donc sans recours à la force, hein, mais par la ruse, la discrétion, on va pouvoir accomplir une mission sans être vu, sans être soupçonné. Ça, c'est vraiment, on va dire, ce qui va être la condition sine qua non pour être un bon ninja. Traverser les lignes ennemies, aller remplir sa mission sans être soupçonné, sans être vu, sans blesser, sans combattre,
donc sans avoir besoin d'utiliser les armes, sans avoir besoin d'utiliser les techniques de combat, juste par la non-violence, hein, c'est-à-dire juste en se déguisant en jouant un rôle. Hein. Donc on a une partie théâtrale, une partie théâtre, et une partie déguisement. Donc ça c'est une des premières... Alors ce qui est intéressant dans l'histoire des Jimmu, je vous montre à peu près à quoi ressemblent les Jimmu, donc ça c'est sur un de mes magazines Nimpoikan. Donc là, Jimmu, c'est un dessin que j'avais reproduit. L'empereur Jimmu, avec un aigle, hein, c'est assez important dans l'histoire. Hein, je vous demande de lire le Kojiki si vous voulez en savoir plus. Le Kojiki, qui est un des livres avec d'autres livres, les sutras, plus des livres historiques, qui est un livre que recommande Maître Hatsumi de lire. Si on veut comprendre les arts martiaux, il faut comprendre l'histoire du Japon, comme disait Ueshiba Sensei déjà. Le Konjaku Monogatari est un livre aussi que conseille Maître Hatsumi dans ses derniers livres. Donc le Kojiki, le Konjaku Monogatari, bien comprendre le sutra Anya Shingyo, le sutra de la grande sagesse, tout ça c'est important pour comprendre les arts martiaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Hatsumi. Voilà. Alors, ce qui est important, donc Jimmu Tenno, alors ce nom, Jimmu, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Voilà, vous prenez l'idéogramme Bujin, que certains d'entre vous comprennent. Hop, on coupe en deux l'idéogramme Bujin, et on le met à l'envers, et on a Jinmu. D'accord? Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez dans une des écoles d'Iga traditionnelles, une école qui s'appelle justement l'école Bujin. Hein. Donc vous avez une école qui s'appelle Bujin Ryu, quelque chose comme ça, hein, une des nombreuses écoles d'Iga. Bien sûr, allez vérifier tout ça, hein, je suis tombé là-dessus, ça m'est venu à l'idée quand j'ai entendu parler de Jimmu. Jimmu, Bujin, voilà, intéressant. Ensuite, qu'est-ce que les ninjas? Alors, je reviens donc à ce travail technique des ninjas. Est-ce qu'ils ont été effectivement... est-ce que l'origine, c'est bien... comment on appelle ça? Jimmu Tenno en février, moins 660, ou est-ce qu'il y a d'autres... comment on peut dire? D'autres origines? Alors, il y a une autre origine qui est celle de Shotoku Taishi. Alors, là, on en arrive là. Est-ce que je vais retrouver? Donc là, c'est toute une histoire. Donc, il faut que je retrouve le nom que, en fin de compte, Shotoku Taishi, qui est en fin de compte, c'est pas un empereur, Shotoku Taishi, en l'an 593 après l'ère chrétienne. Donc on est dans un terrain historique beaucoup plus solide. L'impératrice Shuiko monta sur le trône en tant que 33e Tenno, donc empereur descendante de la déesse, bien sûr, Amaterasu Kami. Mais elle laissa la responsabilité du gouvernement à son neveu, que l'on connaît par son nom posthume, Shotoku Taishi, durant les 28 années où il fit office de prince régent. Donc c'est un prince régent. Alors Shotoku Taishi, on connaît bien son visage, hein, voilà, vous avez Shotoku Taishi, donc certainement avec ses serviteurs. Alors vous allez voir pourquoi je dis que c'est important. Il a pondu, on va dire, 17 articles pour comment gérer, gérer l'État, comment se comporter. Hein. Alors je vous montre vite fait. Premier article, l'harmonie, wa, représente l'essentiel. L'absence de réaction hostile des inférieurs à l'égard de leurs supérieurs ainsi que des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs. Voilà ce qui est important. Les hommes s'accrochent à leurs propres désirs et très peu sont capables de servir une cause pour elle-même. Il arrive ainsi qu'ils ne fassent pas la volonté du prince ou du père et qu'ils entrent en conflit avec leurs voisins. Mais dans le sens de l'harmonie, wa, existe au-dessus, et la franchise, beaucoup au-dessous. Et quand des deux côtés on emploie le même mot, alors la raison qui est inhérente aux choses décide comment un échec serait-il possible dans ces conditions. Donc il faut utiliser l'harmonie et la franchise. Alors pourquoi je vous parle de Shotoku Taishi? Très bonne question. J'ai marqué ça quelque part. C'est assez succinct. J'ai beaucoup de renseignements d'autres choses. Voilà. On pense donc que Shotoku Taishi employa une personne qui s'appellerait Otomono Sahito en tant qu'espion, shinobi. Donc
ce qui est assez marrant, parce que Sahito veut dire personne mince. D'accord? Donc, on peut dire la personne s'appelait Otomono Saito, donc Otomono, une personne mince qui s'appellerait Otomono. Et ce qui est bizarre, c'est que vous avez un clan qui s'appelle Otomo, qui est devenu le clan Ban, donc on connaît sur le nom de Banke, Banke Shinobi, dans la région d'Iga. Et Ban, Otomo s'est changé en Ban. D'accord, ils ont changé leur nom. C'était des descendants de nobles. Hein. Et ça donnerait à ce moment-là Otomo no Sahito. Ça veut dire les personnes minces du clan Otomo, comme espions. Voilà, alors, d'après ce que Guillaume a dit, qui est au Japon, Guillaume, l'auteur de cet excellent livre dans lequel vous verrez l'histoire du ninjutsu aussi, les lignées. Voilà, les lignées sont pas forcément une preuve au Japon, d'accord. Par exemple, il y a des gens qui, pour pouvoir travailler ou se marier, vont s'inventer une lignée, d'accord. Comme certaines personnes, certains artistes vont aller se faire des écus, des blasons, comme après la Révolution, on ajoutait une particule à son nom. Et puis voilà, donc quelque part, voilà, malgré, on pourrait essayer de rechercher, savoir si c'est Ban est bien la descendance du clan Otomo, mais bon, ça n'apporterait pas grand-chose parce que voilà, les preuves sont pas, c'est pas significatif au Japon. Bien que tout soit écrit par les moines, tout soit consigné, etc. Bon, les Japonais ne donnent pas autant d'intérêt à ce qui est écrit. De toute façon, ça changerait quoi. Voilà. Donc, vous avez deux versions. Donc, je vais expliquer sur l'origine des ninjas. Une version dit que ça vient de Jimmu Tenno. Donc on est en gros au 6e siècle avant notre ère, et au 6e siècle, donc pratiquement 1200 ans après, le prince Shotoku Taishi employa Otomo no Sahito. Alors il y a un point commun entre ces deux. Si vous discutez avec des historiens, et surtout des historiens japonais ou des historiens français sur le Japon, on n'est pas sûr que ces personnes aient existé. Ni Jimmu Tenno, ni Shotoku Taishi. Et pourtant on a des dates. On a des dates, moins 600 et des poussières, en février, moins 660, etc. Et là, ben, on dit qu'au 6e siècle, Shotoku Taishi, qui était le neveu de l'impératrice, voilà, c'est quand même extraordinaire, c'est qu'on a des dates précises, on vous donne des noms, on vous donne des portraits de ces personnes-là, et on vous dit, ben, on sait pas, en fin de compte, on ne sait pas vraiment si ils ont vraiment existé. Un petit peu comme les papes, hein, on dit que les 10 premiers papes, par exemple, ont été complètement inventés au XVe siècle par l'Église catholique. Et là, c'est à peu près pareil, on ne sait pas trop. Alors, je vais vous donner d'autres définitions du ninjutsu, hein, pour répondre à la question. Alors, l'origine, voilà, chinoise, coréenne, évidemment, quelque part, hein, puisque ça tout venait de là. Shotoku Taishi, Jimmu Tenno, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment existé? Comme disait je ne sais qui, j'ai plus de questions que de réponses à vous donner. Mais maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Enfin, si ça a vraiment existé, ou est-ce que de le savoir, ça va vraiment changer quelque chose dans votre pratique? Mais c'est quand même intéressant de se poser la question. Maintenant, je ne cherche pas, personnellement, à me faire une lignée, savoir de qui descend l'école que je pratique. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je vous donne un discours officiel hein, au Japon. Une personne qui utilise le ninjutsu est un ninja. Le ninjutsu n'est pas un art martial. Le ninjutsu est un art indépendant de la guerre qui s'est développé principalement dans les régions d'Iga, dans la préfecture de Mie, et Koka, dans la préfecture de Shiga au Japon. Le ninja est une personne, souvent on s'imagine que ce sont des voleurs, hein, parce que c'est vrai que pénétrer dans les maisons pour aller prendre quelque chose, parfois c'est de l'or, parfois c'est des plans, parfois c'est des épées, parfois c'est des sceaux. Hein, alors on ne sait pas trop. On dit qu'ils brandissaient des épées, qu'ils disparaissaient dans des nuages de fumée. Tout ça, en fin de compte, c'est l'image qui a été reprise dans le kabuki. Hein, rouleau entre les dents, on fait les kuji, on disparaît dans un nuage de fumée après avoir tué un général pendant la guerre. Donc pour les professeurs de Mie, tout ça c'est une légende. Hein. Par contre, ce qu'on appelle ninjutsu, c'est la méthode pour effectuer l'espionnage et la stratégie. Donc tout ce qui est espionnage et stratégie, c'est du ninjutsu, y compris l'entraînement que vous allez pratiquer
pour développer vos capacités de survie et vos capacités physiques et physiologiques pour accomplir ces missions d'espionnage et de stratégie. L'espionnage est similaire à l'emploi des espions modernes. On rassemble, on collecte des renseignements pour éviter justement des guerres. Les stratégies, c'est tout simplement les activités stratégiques sont des compétences qui réduisent la puissance militaire de l'ennemi. Donc on cherche à affaiblir l'ennemi en connaissant leur plan et en utilisant une bonne stratégie pour les empêcher. Alors vous verrez après la deuxième version qui complète celle-ci, qui dit que par exemple ils étaient très habiles à faire sauter des ponts ou à construire rapidement des ponts pour justement faire sauter un pont à un endroit pour pas que l'ennemi vienne, et puis hop, on construisait un autre pont en aval et on contournait ses ennemis. Les ninjas n'ont pas à combattre les forces ennemies par eux-mêmes. Les ninjas combattent les ennemis en réduisant leur puissance militaire, voilà, tout simplement, en allant faire sauter justement des dépôts d'explosifs, par exemple, on va en parler tout à l'heure. En temps de paix, le ninjutsu est appelé un art de s'introduire de loin, tandis qu'en temps de guerre, le ninjutsu est un art appelé l'art de s'introduire de près, voilà, dans lequel le ninja passe la plupart de son temps à collecter des renseignements concernant l'ennemi, à réfléchir aux façons de battre l'ennemi, mais non pas à lutter directement contre l'ennemi. C'est très important. Le ninja qui avait une pensée rationnelle considérait que faire la guerre par l'intelligence était ce qu'il y avait de plus grand, et de faire la guerre par la force militaire, des armes, était ce qu'il y a de plus stupide. Par conséquent, les ninjas qui agitent leurs épées de ninja au-dessus de leur tête peuvent être appelés les ninjas les plus bas. Dans ce qu'on vous vend depuis des années comme étant du ninjutsu avec des techniques d'armes, n'a aucun sens. Le ninjutsu d'Iga Koga, Ryu, provient de la même source. Ils disent que c'est la plus haute source de ninjutsu. Donc, pour revenir à la définition, le ninjutsu, c'est l'ensemble des disciplines qui permettent de pratiquer l'espionnage, la stratégie et la survie. Le ninja, c'est celui qui utilise le ninjutsu pour remplir sa mission de collecte d'informations en évitant de se battre et donc de se faire repérer. Un ninja qui traverse les lignes et qui revient sans jamais avoir été repéré, c'est un bon ninja, vous vous souvenez? Jonin, celui qui arrive, qui s'est fait blesser, ou qui a dû tuer quelqu'un, pas terrible, d'accord? C'est vraiment un ninja moyen, un guinin. Après, utiliser des gens pour aider les ninjas, c'est ce qu'on appelle les ninjas vraiment de très basse classe. Hein. Le ninjutsu, c'est vraiment l'art de la visibilité, puisque c'est l'art justement d'accomplir un travail sans se faire repérer. Et donc le Kawakami Sensei avait expliqué, pour résumer, le ninjutsu est l'ensemble des techniques et compétences qui sont utilisées pour survivre. Donc survivre en allant faire sa mission, se cacher dans les bois, rester 3-4 jours, hein, je prends toujours cet exemple, perché dans un arbre ou dans une maison ou sur un toit à compter les caisses que descendent les navires ennemis, et revenir sans se faire repérer. Tout ça, c'est la survie. La survie, c'est pas simplement aller allumer un feu avec une allumette. Les ninjas ne font pas de feu. La vraie survie n'a pas de feu. La vraie survie, c'est arriver à se cacher sans émettre une seule fumée. D'accord? Hiver comme été. D'accord? Donc il y a des techniques pour ça. Je vais vous donner maintenant une définition que j'ai mis encore dans un autre Nippoikan. D'ailleurs, c'est le dernier Nippon que j'ai fait, le 120 pages, comme j'appelle. Donc c'est la définition du dictionnaire japonais. Le dictionnaire franco-japonais d'histoire du Japon. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, simplement la fin. Il semble que l'Iga no Mono, comme d'ailleurs les Koga no Mono, les gens de Koga, se soient spécialisés dans les techniques d'embuscade et d'espionnage. Ils étaient aussi très habiles pour les travaux publics, et ils furent souvent utilisés comme ingénieurs pour les travaux d'arpentage dans le cadre du cadastre de terre ou de la construction des châteaux. Déjà, ça permettait aussi, s'ils étaient espions, de se faire employer comme, comment on peut dire, comme ouvriers dans ces châteaux et de faire des plans pendant ce temps-là. D'ailleurs, on pense qu'il y avait des moines itinérants qui, en fin de compte, étaient des espions et qui se servaient de leur pèlerinage, hein, de leur voyage de pèlerinage pour établir des cartes. C'est le cas de Basho, et après, d'après ce qu'on aurait compris, que ce serait non pas Basho qui aurait été ninja, mais son serviteur, celui qui l'accompagnait, son servant. Puisqu'on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 ans, des carnets justement de son serviteur, dans lesquels il y avait des cartes et des annotations. Donc tous les daimyo utilisaient les compétences des gens
de ces gens, donc des Higamono et Kogamono, à l'occasion du siège des forteresses, par exemple, car ils excellaient dans l'art de s'infiltrer sans être vus dans les demeures de l'ennemi. Ninjutsu égale art de pénétrer dans un endroit en passant inaperçu. Voilà, la définition du ninjutsu d'après le dictionnaire historique du Japon. Art de pénétrer dans un endroit en passant inaperçu. Il n'y a pas marqué art de lancer un shuriken et de décapiter, ou un kusarigama ou un sabre droit. Hein. Notamment pour faire sauter les magasins de poudre. C'est-à-dire qu'ils excellaient dans l'art de s'infiltrer sans être vus dans les demeures de l'ennemi pour faire sauter les magasins de poudre. Donc dispersion, hein, je vous emmène au 36 stratagène, faire sauter le magasin de poudre au sud pour s'introduire par l'ouest ou par l'est ou par le nord. D'accord ? Alors on désignait parfois ces gens, ninja ou kanja, sous le nom de Higamono, même quand ils n'étaient pas originaires de la province d'Iga. Les descendants des Higamono continuèrent à être employés par le gouvernement shogunal en temps de paix. Ils étaient souvent affectés à la garde des jardins intérieurs du château d'Edo. Voilà. Donc les jardiniers d'Edo, les célèbres Oniwaban. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire. Alors vous voyez que l'origine, et surtout quand on est en Asie, pour trouver vraiment l'origine de tel ou tel héros de légende, hein, le mot légende là a toute sa force, hein, c'est pas évident de trouver ça. Tout ce qui est sûr, enfin tout ce qu'il y a de sûr, c'est que vraiment le ninjutsu n'est pas un art de combat, n'est pas un art martial, c'est l'art d'aller comment on peut dire, espionner, pénétrer dans les maisons, dans les châteaux, faire sauter les châteaux, les magasins de poudre, enlever les rouleaux de mèche des fusils, voilà, humidifier les poudres, enfin voilà, vraiment empêcher l'ennemi de se battre, tout simplement, désarmer l'ennemi, voilà. Vous avez une très bonne définition et très bonne histoire dans le livre « Le ninjutsu, une discipline à démystifier » de Guillaume Le Malien, qui est un chercheur à l'université d'Iga, donc chercheur reconnu à l'université d'Iga, l'université de Mie, pardon, à Iga Ueno. Donc un très bon livre, voilà, très, très important. Vous l'avez aussi chez Lulu, donc en même temps que Le secret des ninjas, qui lui est plutôt spécialisé, mon livre est donc plutôt spécialisé sur l'origine de tous ces pouvoirs ninja. On leur disait, ben voilà, ils étaient invisibles, on ne les voyait pas, on ne les sentait pas, comment ils arrivaient à se pénétrer dans des maisons. Donc vous avez certaines pistes dans ce livre, hein, tout simplement par l'alimentation déjà, aucune odeur, une taille mince, pas de transpiration, voilà, donc tout ça c'est très, très important. Donc ce qui m'intéresse maintenant, la deuxième question de mon ami Bruno Costan. Alors Bruno, bonjour. Tu me demandes le riz. Ah, c'est que le riz, c'est quand même, c'est vrai que j'avais envoyé à Thierry, notre ami Thierry, une vidéo où on montrait que les bulldozers essayaient de casser une partie de la Grande Muraille de Chine. Ils n'y arrivaient pas tout simplement parce que la terre et les gravats avaient été collés par de la farine de riz. Hein, donc il faisait bouillir de la farine de riz, il tassait entre deux poteaux, hein, comme ça, de coffrage, on va dire, en pierre, et que même maintenant, les bulldozers, ils reculent quand on veut casser, donc c'est une bonne colle. Alors, les ninjas, mangeaient-ils du riz complet, mangeaient-ils du riz blanc? Alors, je vais vous donner un petit peu la définition que m'a donnée Maître Hatsumi. Alors, je cherche, hop, la photo Maître Hatsumi. Voilà, Maître Hatsumi, je remonte, hein, ce sont les grands magazines que j'adore, un magazine Nimpuikon que j'ai fait pendant une vingtaine d'années pour mes élèves. Que disait Maître Hatsumi? Maître Hatsumi disait que les ninjas mangeaient tous les jours du riz complet, photo que j'ai pris au Taikai en Espagne en 92, ils mangeaient du riz complet tous les jours parce que c'est ce qu'il y avait de plus sain. Généralement, les ninjas mangeaient tout ce qui était noir, haricots noirs, champignons noirs, soja noir et riz brun, hein, ce qu'on appelle le riz noir. Hein. Voilà. Donc, mais par contre, avant la bataille, ils se mettaient en blanc. C'est-à-dire qu'ils mangeaient du riz blanc. Comme beaucoup de guerriers, par exemple, pardon, pas les ninjas, les guerriers mangeaient du riz blanc. Les ninjas, avant une mission, quand il y avait une action, par exemple, aller marcher pendant des heures et des heures, prenaient aussi du riz blanc. Le principe du riz blanc est d'être beaucoup plus assimilable.
Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cellulose. Donc quand vous prenez du riz blanc, vous n'avez rien qui freine la digestion. Et puis l'index glycémique est beaucoup plus grand. Donc l'index glycémique et l'absorption du riz blanc, hein, c'est pratiquement supérieur au sucre. D'ailleurs, Thierry Soucard avait dit attention aux galettes de riz, hein, vous savez, les galettes de riz soufflées, qui donnent un index glycémique beaucoup trop grand, et ça monte un petit peu à la tête, c'est beaucoup trop riche en glucose. Alors, oui, faites l'expérience, hein, prenez une galette de riz ou 2 galettes de riz, allez marcher pendant 1 heure, vous allez voir, au bout de 20 minutes, vous avez une grosse transpiration, le corps essaie de se refroidir, hein, donc tout simplement parce qu'il a beaucoup trop chaud. Quels sont les effets sur les intestins? Dès le moment où on mange ce riz blanc quotidiennement, c'est une erreur déjà, hein, d'accord. Le riz blanc, c'est un petit peu, je dirais, la guarana du ninja. Il l'utilise mélangé parfois avec du sucre ou du miel ou de la sève d'arbre, de façon à pouvoir qui a un pouvoir beaucoup plus sucré, hein. Je crois que dans les recettes, c'est du riz blanc avec ou la farine avec du sucre roux. Dans la recette pour l'énergie. Alors ce qui est important, c'est que ce riz, comme je vous l'ai dit, si vous avez du riz complet, mangez du riz complet parce que vous avez la cellulose qui va ralentir la digestion, et ça n'aura pas le temps de faire de la colle, dans le sens où ça contient une cellulose. Mais je vous conseille quand même, si vous voulez manger du riz brun, de manger beaucoup de légumes. Donc jus de légumes, si vous voulez, avant de manger, un jus de fruits et légumes, hein, que vous faites vous-même à l'extracteur de jus, une bonne salade pour avoir des fibres, hein, donc des fibres crues, hein, pas des fibres cuites, hein, et après vous mangez votre riz avec ce que vous voulez, hein, les champignons chinois, un peu d'azuki, des feuilles d'algues. Vous pouvez éventuellement prendre un petit peu de légumes cuits à ce moment-là, en sachant que les légumes cuits contiennent des fibres molles, là, donc ce n'est pas des fibres qui vont balayer les intestins, ni dynamiser le mouvement péristaltique, hein, ça c'est clair. Par contre, comme si vous prenez votre salade avant, donc comme ça vous avez, par les minéraux, des jus, fruits, légumes, genre pommes, carottes, gingembre, curcuma, concombre, hein, hop, dans tout ça mélangé, vous prenez ça. Ensuite, vous allez prendre, si vous voulez, une salade, pour avoir des fibres, hein, tomates, salade verte, et puis après, vous prenez votre riz complet, si vous voulez. Et d'autant plus, si vous voulez prendre du riz blanc, si vous n'avez que du riz blanc, à moins que ça soit pour aller marcher, pour pouvoir aller faire du sport par la suite, vaut mieux prendre encore plus de légumes, hein. On est d'accord, hein, le riz complet contient de la cellulose, le riz blanc n'en contient pas, donc il faut le manger avec encore plus de fibres. Voilà, donc voilà pour ces 2 questions. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas du tout préparé. Comment associer, ça c'est Louis Castern, comment associer l'esprit combatif et le lâcher-prise, notion de guerrier de lumière. Et comment garder la motivation sur le long terme afin d'inscrire l'entraînement ou l'amélioration de soi comme un mode de vie. Là, il faut venir en stage, je vous expliquerai un petit peu tout ça par la pratique, hein, déjà. Alors, comment associer l'esprit combatif et le lâcher-prise, c'est pas vraiment antinomique, hein. L'esprit combatif, c'est ne pas baisser les bras, hein, c'est déjà l'esprit combatif. Lâcher prise, ça ne veut pas dire baisser les bras devant la difficulté, hein, pas du tout, hein. Lâcher prise, ça veut dire ne pas s'entêter, c'est lâcher ses valises, vous voyez. Lâcher prise, c'est lâcher ses valises. Hein, donc vous avez des choses qui vous trottent dans la tête depuis des années, vous avez des désirs de vengeance, vous avez de la haine, vous avez des choses comme ça. Lâcher prise, c'est de dire je mets une distance. Et d'ailleurs, Hatsumi Sensei appelle l'art martial Art of Distance. Hein, le kanji Bu, les Budo, c'est ça, c'est la distance. On repousse la menace loin, et là la menace, la chose qui va vous dévorer, ça va être la vengeance, hein, ça va vous brûler de l'intérieur, etc. Donc l'esprit combatif et lâcher prise, c'est simplement ne pas nourrir un petit peu toutes ces doléances, toutes ces attentes irraisonnables, c'est ça le lâcher prise, hein, c'est pas forcément être résigné, hein. L'esprit combatif,
Maintenant, qu'est-ce que, Lucas, tu apprends par, tu entends par esprit combatif? C'est ça aussi, il faudrait plus définir. Alors, guerrier de lumière, oui, on n'est pas là pour... on se prépare, on prépare notre corps à vivre en pleine santé, on s'entraîne, on fait des arts martiaux, c'est mieux que les sports de combat d'ailleurs, on fait des arts martiaux, et puis on essaye d'être souple, on essaye d'être rapide, on essaye d'avoir une vie équilibrée. Pas forcément pour aller faire la guerre ou tuer son voisin, hein, pour être en bonne santé, comme je disais, et je l'ai prouvé par la vidéo du lion qui joue avec la balle, avec le ballon de foot là, hier ou avant-hier. Vous donnez un ballon à n'importe quel animal, vous donnez un jeu à n'importe quel animal, et il va jouer pendant des heures et des heures pour entretenir son corps. Aucun animal n'aime dormir toute la journée, quoi. Le loir, il fait ça vraiment que quand il fait froid. Ok. Voilà, donc, autre question. À quoi ressemble une de vos journées, type hygiène de vie, sommeil, alimentation, exercice? C'est dans mon livre, je ne vous donnerai pas la page, hein, c'est dans l'exemple que j'ai suivi pendant des années. Évidemment, après, si vous prenez toutes les références que vous voyez, hein, donc un livre de 174 pages avec 46 références, vous imaginez, vous avez pratiquement tous les 4 pages une référence. Vous voyez, donc, vous verrez que entre ce que dit Hatsumi Sensei dans... son premier livre, dans ce qu'il dit dans Tokakuryo Nimpo Tajutsu Tenshijin Ryaku no Maki sur l'alimentation du ninja, dans Ima Ninja, c'est déjà différent. Après, vous avez les derniers livres où il dit qu'il mange, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est noir, donc végétal et bio de toute façon. Hein. Oui, avec l'âge, vous évoluez votre alimentation. Je ne vais pas vous dire ce que je mange maintenant à 58 ans, et que vous avez 22 ans et vous voulez faire pareil. Je ne m'entraîne plus 6 heures ou 7 heures par jour comme je faisais avant. Ça, c'est clair. Après, c'est à vous. Hein. La passion est là, mais il y a beaucoup de choses, de temps que je préfère économiser pour préparer les questions et pour vous répondre par mail et par Facebook. Voilà. Donc, vous avez des exemples de maître Hatsumi et de certains autres maîtres, et de maître Shaolin qui sont dans le livre, comment ils vivaient, comment hein, ils faisaient les 100 pas tous les matins, voilà, avant le lever du soleil, hein, par exemple, en parlant des maîtres chinois, dans les secrets des maîtres Shaolin. Et puis vous avez plusieurs exemples de maître Hatsumi, l'exemple de Kawakami Sensei, vous avez mon exemple, donc à vous de choisir par rapport à ce qui vous appelle et ce qui vous semble le plus logique par rapport à là où vous en êtes. Quelles étaient leurs missions? Donc c'est Olivier Fernandez. Savoir plus sur la réaction diurne. Quelles étaient leurs missions? Infiltration déguisée, mais à quel but? Ben voilà, donc j'ai répondu tout à l'heure. Les missions, c'est l'infiltration, c'est la cartographie, donc c'est dans la journée. Hein, donc faire des cartes la nuit, c'est pas évident de se percher en haut d'une montagne ou dans un arbre pour aller faire des cartes la nuit. Donc oui, l'infiltration de jour ou de nuit, ensuite fabriquer des ponts, et puis beaucoup de cartographie. Ça, c'est de l'histoire. Hein. Aller chercher des renseignements, comme je dis, compter les armes, compter les chevaux, savoir où sont les entrepôts d'armes de l'ennemi, quelles sont les tours de garde, tout ça, ce sont des... ça n'a pas quelque chose d'extraordinaire par rapport au travail d'espion actuel. Hein. Ce sont des renseignements, on appelle ça des renseignements. Bruno Constant, j'ai répondu pour le riz. Alors, les ninjas avaient-ils de l'énergie en stock? Ben oui, encore une fois, je veux dire, il y a le jeûne, il y a les techniques du jeûne intermittent, hein, tout ça, l'énergie en stock, c'est des moments que vous travaillez avec un rythme lent. On dit dès qu'on se lève le matin, on commence à brûler du gras. Hein. Donc, il ne faut pas attendre à dire vite, il faut que je me lève et que je mange directement. Hein. Vous êtes en résistance à l'insuline à cause du cortisol, donc ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux manger plutôt vers 11h midi. Votre premier petit déjeuner. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre un jus de fruits, est-ce qu'il faut manger quoi que ce soit le matin? Regardez Hatsumi Sensei, dans son premier livre, il explique tout simplement de prendre un verre d'eau salée. Hein. Et franchement, je le fais depuis un mois, je reteste ça et c'est vraiment très bien. Alors comment Miki Kurosawa, comment les ninjas traitaient leurs petites contusions?
et autres acquises lors de l'entraînement au combat. Alors maintenant, savoir s'ils mettaient de la toile d'araignée sur les blessures, il paraît que c'est très efficace, ou de la crotte de chien, il paraît aussi que c'est efficace. Moi personnellement, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est ce qu'il y avait d'ailleurs dans mon petit livre de survie urbaine, l'argile, le baume du tigre, hein, ça existe, hein, l'huile Kwanlong, qu'est-ce que vous avez voilà, donc c'est surtout l'argile pour les petites contusions. Après, vous avez le charbon actif pour tout ce qui est empoisonnement interne, très intéressant. Mes journées type, c'était Tonin Serroussi. Ben voilà, tout dépend de l'âge que tu as, Tonin. Alors j'aime bien Miki Kurosawa. La façon dont les ninjas traitaient leurs petites contusions et autres acquises lors de leur entraînement aux techniques de combat. C'était pas la principale priorité, l'entraînement aux techniques de combat. On n'est pas dans un dojo de boxe thaï, hein, je veux dire. Alors les techniques utilisées pour améliorer l'essence, hein, Orion Marbach, eh ben, tout simplement améliorer l'essence. Il ne faut pas encrouter l'organisme avec des graisses. Hein. Si vous faites vous mangez trop, vous allez faire des mucosités. Hein, surtout si vous mangez beaucoup de céréales, beaucoup de graisses, beaucoup d'oléagineux. Je ne parle même pas de tout ce qui est viande, charcuterie. Ça, pour moi, ça ne se mange pas, ça. Hein, ça reste sur pattes. Tout ce qui a des yeux ne se mange pas, comme c'est le proverbe. Et donc, si vous encrassez vos sinus, on dit par exemple les gens qui ont des problèmes de vue, c'est plutôt de la lymphe qui essaye qui opacifie, c'est ça, les yeux. Quand vous avez toute la mucosité, toutes ces graisses, vous avez de la lymphe. La lymphe est un petit peu quand le sang ne peut plus éjecter de saloperies, j'imagine le gars qui boit, qui fume, qui bouffe McDo, qui mange de la viande, qui bouge pas trop. Bon, le foie, les reins sont saturés, la peau est saturée, il a des boutons partout. Le corps, les toxines, il ne peut plus les éliminer et donc il va essayer de les stocker. Il va les stocker sous la peau, en forme de gras. Donc il va entourer les toxines, donc les choses qu'il ne peut pas digérer, qu'il ne peut pas assimiler, hein, aussi bien les métaux lourds que les vaccins et autres hormones qu'ont reçu les animaux dans les élevages concentrationnaires. Alors c'est bien de mettre des antibiotiques, l'animal il gonfle. Hein, alors pourquoi il gonfle? Tout simplement que les antibiotiques est une agression pour l'organisme et le corps va stocker de l'eau pour pouvoir diluer ces poisons-là. Alors quand l'animal stocke de l'eau, oh c'est bien, c'est un bon animal, il a bien grossi. C'est de la flotte, hein. Bon. C'est de la flotte bourrée de toxines, hein, ce qu'on appelle le miasme, hein, toxines, bactéries, virus, tout ce que vous voulez, et puis je ne parle pas des médicaments, des poisons qu'il y a dedans. Donc, tous ces poisons-là, quand le corps ne peut plus les stocker ou s'en occuper, il les met dans la lymphe, et la lymphe, elle va aller sous forme de graisse molle, on va dire, dans tous les organes creux, ce qu'on appelle du mucus, la mucosité. Alors, vous en avez forcément dans les intestins, dans le cœur, vous en avez dans les sinus. Donc, vous avez le nez qui coule, pourquoi ça coule, à votre avis, hein, voilà. Voilà. Donc, déjà, il faut éviter tout ça, parce que si vous évitez tous ces saloperies, hein, vous reprendrez leur cassette, hein, je les ai énumérés un peu rapidement, mais déjà, vos sinus fonctionnent bien, vous n'avez pas une voix comme chien qui parle du nez, vous entendez mieux, parce que vous n'avez pas les oreilles complètement bouchées ou en pression avec des acouphènes, tellement il y a de pression sur les tympans. Voilà. Donc, déjà, vous entendez mieux. Et vous voyez mieux, et vous percevez mieux aussi les sens. Par exemple, le fumeur, voilà, il va manger des trucs hyper forts avec du tabasco, et il va bouffer carrément comme ça, comment on appelle ça, le wasabi, il va prendre du poids, parce qu'il ne sent plus rien, il est mort, hein, les papilles sont mortes. Un fumeur qui arrête de fumer, il va dire, la première chose que j'ai récupérée, c'est le goût et l'odorat. D'accord ? Un petit détail, hein, quand vous perdez l'odorat, Alzheimer n'est pas loin, hein, c'est juste un petit détail, hein, comme ça au passage. Ensuite, y avait-il une technique de nage? Orion Marbach, y avait-il des techniques de nage? Grimpe, marche, respiration spécifique, évidemment, oui, ça c'est en pratique, hein, je ne vais pas vous les mimer sur la table. Alors, y a-t-il aujourd'hui des exemples d'entraînement pour l'endurcissement musculaire, dislocation des membres? Franchement, il n'y a pas mieux à faire. Hein. Dislocation des membres, déjà, c'est pas bien. Hein. T'éternues, t'as l'épaule qui se barre. Hein. Donc, déjà, les gens qui sont un petit peu trop souples, hein, ils se font opérer des épaules parce que chaque fois qu'ils font un mouvement, il y a l'épaule qui se barre. C'est pas forcément bien, à moins de travailler dans un cirque, faire des numéros à la télé.
l'hyperlaxie, c'est pas forcément, c'est plus une tare qu'autre chose. Hein. Maintenant, c'est très beau, hein, c'est fantastique. Hein, ils vont dans des groupes de hip-hop, ils vont faire du cirque, c'est très bien. Mais honnêtement, faut avoir de la muscu derrière quand même. Il faut vraiment avoir une bonne muscu pour éviter que tout part en sucette. Pour la dislocation des membres, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça se fait étant enfant hein, quand on est ninja. Et durcissement musculaire, honnêtement, arrêtez le durcissement. Quoi. Moi, je vous conseille les gainages. Hein, un bon gainage, hein, comme on dit, en serrant l'anus et en plaquant la langue en haut du palais, bien droit. Ça, c'est intéressant. Vous faites des planches sur le côté, devant, en arrière. Mais ça s'arrête là. Allez pas chercher... si, pour monter un mur, vous savez, les pieds d'un côté, les mains de l'autre, et on monte un mur comme ça. Regardez mes vidéos, hein, tout est expliqué là. Sinon, j'ai quelques photos que je pourrais vous passer. Mais voilà, durcissement musculaire. Plus vous serez dur, ce qui mène... Vous avez l'hyperlaxie d'un côté, et là tu me demandes comment faire l'hyperlaxie, comment faire du durcissement, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu dis comment avoir des crampes et être très souple. Non. Avoir une surtonicité musculaire, je veux dire, ça c'est, on va dire, c'est un stockage d'ion calcium, hein, et la dislocation des membres en étant complètement relaxée, c'est plutôt des ions magnésium. Franchement, pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi si tu veux être très dur, non, se scléroser, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Tu fais la muscu, puis tu fais des mouvements comme ça, un quart, comme ça, très très lourd. Après tu marcheras comme ça, tu seras complètement tonique, c'est bien. On te donnera des coups de poing, tu sentiras rien, mais c'est pas pour ça que les ondes de choc vont pas déchirer les organes internes. Hein. Vous avez des pare-balles, vous tirez sur un mannequin, vous mettez le pare-balles, et vous dites c'est génial. Vous le mettez sur un être vivant, vous tirez sur le pare-balles, vous savez, en gel, vous voyez rien du tout. Seulement le bonhomme, à l'intérieur, il a tous les organes éclatés. Les organes sont protégés par une membrane, qu'on appelle la ponévrose en général. Vous tirez, ça déchire la ponévrose, et puis à l'intérieur, les organes sont embouillis. Donc vouloir se durcir, honnêtement, vaut mieux accepter, vous voyez, on parlait de lâcher prise, hein, vaut mieux absorber les coups, vaut mieux esquiver les coups, vaut mieux ne pas se battre, vaut mieux ne pas être là quand la bagarre commence, instinct, intuition. Hein, prémonition, instinct, intuition, développer le système nerveux autonome, le SNA. Vous avez les clés dans le livre Le secret des ninjas. Voilà. Ensuite, me voir, Joachim Bidalier, tu veux me voir en tenue inine de nuit et comprendre les déplacements furtifs. Si j'étais à la lumière, tu verras rien du tout. Donc je suis en blanc aujourd'hui, hein, je suis en blanc. Hein. Voilà. Donc, écoutez... je pense qu'on a dépassé la demi-heure, ça va certainement tenir sur plusieurs vidéos. Voilà, donc désolé de pas être plus précis, parce que si les gens qui vous disent être très précis sur le ninjutsu, comme disait, je ne sais plus quel maître d'Orima Ninja, c'est à prendre avec des pincettes. Vous voyez, eux ils disent avec une pincée de sel, hein, la traduction anglaise. En gros, les gens qui vous disent, ouais, moi je vais te dire, c'est né en telle année, tel jour, d'ailleurs c'était un mardi, tu vois, et il pleuvait ce jour-là, je m'en souviens. C'était 800 ans avant Jésus-Christ. Il y a même des fédérations de ninjutsu qui vous font remonter les ninjutsu aux Atlantes. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. La Terre de Mu, les Atlantes, les Martiens, pourquoi pas. Tout ce qu'ils aiment bien, ça vient de là. Hein. Vous remarquerez que beaucoup de gens se disent, ben, moi je fais un truc, et c'est tellement bien que ça vient des Templiers, les secrets des Templiers, ça vient des pyramides, ça vient des alcôves. Voilà, non, il faut arrêter, quoi. On a déterré un truc à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, on a trouvé des documents secrets. Arrêtez, quoi. Je veux dire. Donc, et c'est pas parce qu'on vous dit telle lignée que c'est mieux et que les gens ils sont ce qu'ils sont. Voilà, sont des êtres humains complètement falsifiables, hein, comme on peut dire, complètement fragilisés. Hein, sexe et l'argent, et puis vous achetez tout le monde. Hein, donc, pouvoir, sexe, argent. Hein. Il faut se méfier des gens qui veulent être numéro 1, qui veulent être grands maîtres spirituels. Généralement, comme disait Arnaud Desjardins, ils ont un problème sexuel, hein, ces grands gourous. Donc, tous les gens qui veulent dire « je suis le numéro 1 parce que je connais la lignée, je connais ci, je connais là », non. Non. Vous verrez la façon dont j'ai fait mon livre. Tout simplement, c'est la première partie, je prouve que tout ce qui va suivre est vrai.
déjà, hein, donc ce sont des références japonaises sur l'histoire du ninjutsu, sur l'alimentation ninja. Je n'ai rien inventé du tout. J'ai testé différentes manières d'alimentation ninja pendant 30 ans que j'ai pris sur ces livres-là. Voilà. Et après, bon, je vous explique comment je vivais. Je vous donne un petit peu que l'alimentation n'est pas la seule source de la forme des ninjas et de leur rapidité, de leur force et de leur endurance. Hein. Vous avez d'autres pratiques qui sont liées justement à l'origine des ninjas et l'origine de l'alimentation ninja aussi. Donc tout ce qui n'est pas dans le secret des ninjas, on en discute sur la page des lecteurs, hein, qui s'appelle les lecteurs du secret des ninjas, Facebook. Hein, donc c'est un groupe privé, qui est un groupe qui est réservé à tous les lecteurs. C'est dommage parce que si vous y avez accès, vous auriez envie tout de suite d'aller vous procurer ce livre, tellement les questions des lecteurs, et je leur en remercie, sont vraiment pertinentes, intéressantes et riches. D'accord? Donc merci aux lecteurs, continuez à poser des questions. Voilà. Même sur les tournures de phrases, hein, il y a des choses, pourquoi j'ai souligné telle chose. Personne ne m'a demandé pourquoi tu as mis des choses en rouge sur ton livre. Pourquoi il y a des passages qui sont en rouge. Regardez un Densho Ninja, comment il est fait, puis vous verrez. À ma dédicace que j'ai envoyée à Maître Hatsumi sur mon livre, je ne vous la montre pas, mais il y a des idéogrammes qui sont en rouge, d'autres qui sont en noir. Et je pense qu'Hatsumi Sensei sera à même de pouvoir bien comprendre pourquoi j'ai mis les idéogrammes en rouge, d'autres en noir. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Voilà. Pourquoi, si vous regardez certains Densho d'Hatsumi Sensei, vous avez des idéogrammes ou des dessins qui sont en rouge, à l'encre rouge. Voilà. C'est un petit clin d'œil que j'ai fait à Soki Hatsumi. Voilà, donc, pour résumer, ninjutsu, c'est pas l'art du combat, c'est l'art du non-combat. Comme dit Maître Hatsumi, l'art martial par lui-même, ce qu'on appelle l'art martial, Budo, hein, je vais l'expliquer, c'est l'art du non-combat aussi. Hein, c'est l'art de la distance, maintenir l'ennemi à distance. Et s'il y a une façon qui est, on va dire, fantastique et qui est un peu la panacée pour maintenir l'ennemi à distance, c'est de développer son système nerveux autonome par la méditation, par l'alimentation végétarienne, par les exercices de lâcher prise, par le yoga, par les exercices de respiration ki, et tout ce qu'on a fait au dernier stage. Et je remercie les stagiaires qui m'ont donné leurs impressions par la suite. Et oui, c'est vrai, ça développe plein de choses. Il y a plein de choses qui va se passer par la suite. C'est planter une graine. Pendant toute une journée, on a planté une graine. Le lendemain, on a fait l'entraînement combat. Mais la première journée où on a fait non-stop 7 heures de travail énergétique et de développement du système nerveux autonome, oui, il y a quelque chose qui s'est... Voilà, les énergies ont été concentrées, fluidifiées, boostées. On a travaillé circulation des énergies aussi. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. De positif, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, oui, si vous arrivez comme ça à avoir certaines prémonitions en développant votre instinct intuition, hein, et Hatsumi Sensei dit seul l'homme peut avoir cet instinct intuition. Hein. Contrairement à ce que l'on dit, on dit que les animaux ont de l'instinct, alors que Maître Hatsumi, non, seul l'homme est relié au divin, donc il n'y a que lui qui peut avoir cet instinct intuition. D'accord? L'instinct intuition, hein, c'est tout simplement être lié. On va dire le satori, c'est simplement comprendre ça. Et le nirvana, c'est d'être relié en permanence. D'accord? On a transcendé le monde des sens et le monde du samsara, de l'illusion, et on est là-dedans. On est constamment relié. Voilà, donc j'ai rien à rajouter. Je vous souhaite donc encore une bonne journée. S'il y a des personnes qui veulent venir en formation, donc vous pouvez faire ça le jeudi-vendredi. Alors l'importance du jeudi-vendredi en semaine, hein, c'est que si vous voulez rester le samedi-dimanche, ça vous fait 4 jours. Donc si vous voulez vous former, nous vous serons facturés que jeudi et vendredi, et gratuitement vous pourrez faire nos différents cours samedi-dimanche, à partir justement de ce travail énergétique que vous aurez fait jeudi et vendredi, et ce sera fantastique. Vous pouvez rester que le vendredi, hein. C'est comme vous voulez, mais sachez que le samedi-dimanche, vous allez avoir des petits trucs en plus, gratuitement, qui vous seront offerts, et ça vous fera quand même 10 heures d'entraînement de plus. Je vous remercie, à bientôt.